de redevabilité. Ce soir, nous voulons faire un focus sur un secteur crucial qui nous occupe tout autant que la situation sécuritaire dans l'Est nous occupe. C'est le secteur de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Nous voulons ce soir faire un état des lieux de ce que nous faisons pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites et moyennes industries, mais aussi du secteur industriel de manière générale. Comme vous le savez, le président de la République a déjà dit et redit plusieurs fois sa volonté de voir des jeunes Congolais émerger et devenir millionnaires, mais bien au-delà de cet engagement, au niveau du ministère, du gouvernement plutôt, dirigé par Madame la Première ministre Judith Suminwa, nous avons pour la première fois, Monsieur le ministre, un ministère chargé des PME, des PMI et de l'industrie. Et donc, ce n'est pas la même dénomination que les ministères habituels. Et donc, ce soir, avec vous, nous voulons faire le point de ce qui a déjà été amorcé dans votre secteur pour permettre justement aux Congolais non seulement de connaître les différentes opportunités qui se dégagent, mais aussi les efforts qui sont faits pour créer cette culture entrepreneuriale nécessaire pour nous permettre de booster pleinement notre potentiel et générer des milliers d'emplois et des millionnaires, tels que l'a toujours souhaité le président de la République. Monsieur Luatum Kabamba, bonsoir, bienvenue pour la première fois dans ce cadre de redevabilité. Bonsoir, chers collègues. Merci beaucoup. Alors, quels peuvent être vos mots introductifs pour nous résumer ce que vous avez mis en place comme politique pour ces secteurs cruciaux pour le développement de notre économie? Merci, bonsoir. De pouvoir échanger avec la presse, et au travers de la presse, bien sûr, nos concitoyens et en particulier la grande communauté des entrepreneurs. Ça nous permet de dialoguer, de dire ce que nous faisons et d'écouter vos commentaires, vos critiques, vos questions. Je crois que c'est une très bonne chose. J'aimerais, avant d'aller dans ce que vous avez demandé, exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a confié ce qui est en réalité deux grands ministères. L'industrie d'un côté, les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries de l'autre, un creuset de création de richesses, un ministère puissant pour le développement économique de notre pays. Et pour cela, je le suis reconnaissant. Reconnaissant à sa vision également de créer des millionnaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en parlera. Et enfin, saluer le leadership de notre Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui est notre chef de file, notre chef de gouvernement. Nous ne manquons jamais de recourir à elle lorsque nous avons besoin d'orientation, de conseils et autres. Et je tiens à la saluer. Comme je l'ai dit, c'est deux ministères en réalité en un. Donc je vais essayer de le faire en deux étapes, si vous permettez. Allez-y. En commençant par l'industrie d'abord. Nous avons fait un état des lieux en arrivant. Et nous avons constaté, que ce soit pour l'industrie ou les petites et moyennes entreprises, qu'il y avait de vrais challenges, de vrais défis. Le défi, c'était d'abord le problème d'infrastructure que vous connaissez tous, mais également le déficit énergétique. Et puis enfin, les problèmes de financement et le climat des affaires aussi en général. Voilà un peu ce que nous avons trouvé. Mais ce que nous avons trouvé aussi de très intéressant, c'est l'esprit entrepreneurial très poussé dans notre pays. Dans tous les coins et recoins de la RDC que nous avons visités, nous avons trouvé un entrepreneuriat complètement décomplexé, des jeunes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui n'attendent que cet encadrement pour pouvoir le faire, parce qu'ils restent souvent dans l'informel, ayant peur de cette fiscalité, parafiscalité haute qu'ils jugent souvent punitive. Alors, sur le plan industriel, nous avons basé notre approche sur trois piliers essentiels. Le premier, ce sont les zones économiques spéciales. Nous avons voulu développer. Le deuxième pilier, c'est le refinancement et la remise sur pied des unités industrielles dans notre pays. Et troisièmement, une sorte de diplomatie économique pour attirer des investissements étrangers, pour booster l'industrie dans notre pays. En ce qui concerne les zones économiques spéciales, comme vous le savez, il y a la zone économique spéciale de Maluku, qui est déjà opérationnelle, avec
Pepsi Cola qui est là-bas et qui, au-delà de générer près de 400 ou 500 emplois directs, en génère 1800 indirectement. Il y a la structure qui fabrique les carreaux, qui d'ailleurs nous a annoncé dernièrement commencer à faire les premières exportations de carreaux, ce qui est très encourageant. Et bien sûr, il y a la zone économique spéciale de Kinmalebo, qui est en cours de réception maintenant. Les travaux sont très avancés d'aménagement. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a 1 ou 2 mois, j'étais à Kolwezi. C'était pour lancer la zone économique spéciale de Moussampo, qui est porteuse de beaucoup d'espoir pour la chaîne de batterie. À terme, c'est une zone économique spéciale qui va générer 20 000 emplois directs et 20 000 encore indirects, au total près de 40 000 emplois. Et qui va propulser la RDC réellement dans le carré des pays qui réellement profitent de cette transition énergétique pour capitaliser là-dessus, parce que nous avons les minéraux critiques qu'il faut. Voilà donc les initiatives. En termes de diplomatie économique, nous avions été dans plusieurs pays. Les retombées vont se faire sentir au fur et à mesure. Une des premières retombées de notre voyage en Chine, je pense que vous avez vu le lancement il y a près d'1 mois, ou un peu moins d'1 mois, de la Cité de Chine, un investissement de près de 200 millions de dollars qui va générer environ 10 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects. Et qui déjà, bien que ce soit en phase sur 3 ans, va générer déjà les premières étapes d'opérationnalisation à la fin de cette année déjà, 2025. Voilà un peu en ce qui concerne l'industrie, le secteur industriel. Nous avons également consenti, chers collègues, à un investissement de près de 50 millions de dollars dans ce secteur industriel. Comme j'ai dit, il faut relancer l'outil industriel dans notre pays. Il y a la Sotexki à la Chopo qui avait déjà connu une première tranche d'investissement. Nous venons encore de déclencher une deuxième phase par le FPI de 6 millions de dollars qui sera suivie immédiatement après d'une phase encore d'environ le même montant du Trésor. Parce que Sotexki, ce n'est pas seulement les 400 ou 500 emplois directs. C'est en fait un écosystème de près de 55 000 cotonculteurs. Et cet écosystème s'étend de Bazouélé jusqu'en Ituri, à Mahagi, à Djégou, où il y a même des usines de grainage de coton. C'est donc d'un coup, on touche 500 000 cotonculteurs. Et je crois que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas que Sotexki que nous avons financé. Il y a la filière sucrière dans le Kivu, dans le sud Kivu, à hauteur de 9 millions de dollars à Souki. Il est fort dommage que cette guerre injuste qu'on nous a imposée par les forces étrangères ait mis fin à cela. Mais je connais la résilience de notre industrie. Nous allons rebondir encore plus fort et repartir de plus belle. J'ai également une très bonne nouvelle en fait pour les étudiants entrepreneurs, parce qu'il y a quelques mois, j'ai lancé le concept étudiant-entrepreneur. J'ai sillonné quelques universités pour dire aux étudiants, vous n'avez pas besoin de terminer votre master, comme vous les appelez maintenant, ou en termes de LMD, comme vous faites, pour compter vos premiers milliers de dollars ou millions de dollars. Vous pouvez être étudiant. Et en 2e année, en 3e année, comptez vos premiers millions de dollars, comme on le voit ailleurs. C'est ainsi qu'avec FPI, nous venons de financer le projet Okapi à hauteur de 9 millions de dollars. Il y a plusieurs composantes dans ce projet-là, mais une des composantes les plus intéressantes, c'est équiper près de 40 universités à travers toute la RDC avec des imprimantes 3D, des imprimantes 3D modernes. Je ne vous apprends rien, avec les imprimantes 3D modernes aujourd'hui, vous pouvez imprimer tout, y compris toutes les pièces de moteur d'une voiture électrique ou à combustion. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à partir du clou jusqu'à la pièce mécanique la plus sophistiquée. Tout ça, c'est pour booster l'entrepreneuriat estudiantin. Et bien entendu, du côté du secteur entrepreneuriat, il y avait énormément de difficultés. Cet écosystème qui était pourtant bien conçu pour capaciter
pour former, pour financer, pour donner des marchés aux entrepreneurs, nous l'avions trouvé en panne par manque de moyens. Et donc la première des choses, il fallait s'atteler à leur donner quelques moyens. Cela a été fait, ce moment-là. Près de 7 millions de dollars ont été disponibilisés, qui ont été répartis entre l'ANADEC, entre le FOGEC et la PROCEM, pour pouvoir capaciter les entrepreneurs, pour pouvoir leur servir de fonds de garantie, pour qu'ils aient des financements à faible taux d'intérêt et qu'on puisse faire un monitoring de la croissance de ces entrepreneurs au travers de la PROCEM. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais il y a quand même besoin de faire une petite démarcation, parce que c'est une matière tout aussi essentielle. Mais pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayulu, souvenez-vous que le 22 février, nous étions avec le président de la République qui rencontrait les élus de la majorité. Et à l'occasion, le président de la République a été clair et précis sur le sujet et sur sa disponibilité justement à travailler, à tendre la main avec tous les Congolais désireux comme lui de travailler à la préservation de ce que nous avons comme acquis de nos pères fondateurs, à savoir la République démocratique du Congo dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. D'abord, ça c'est le principe qui montre, et c'était le soir où le président de la République avait annoncé les consultations pour voir justement comment on arriverait à créer ces blocs. Et donc, j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de l'ECD. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Dans les mêmes esprits, parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires
occupe le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques. Et chaque fois qu'un officier, quelle que soit son origine tribale, est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une parenthèse. J'espère qu'il n'y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela l'esprit du briefing, et je vous laisse répondre aux questions qui vous étaient destinées. Tout à fait normal. Madame Rachel, la première question, c'était du point de vue d'attirer les investisseurs. On en parle, mais est-ce qu'on les attire vraiment? Je crois que c'était ça la question. Et puis la deuxième, c'était à propos des millions d'emplois qu'on doit créer. C'est bien ça, parce que je vous entendais difficilement. Moussampo. La zone économique de Moussampo. Oui, mais c'était quoi la question? Pour quand? Ah, pour quand, d'accord. Très bien, merci. Eh bien, du point de vue de l'attrait des investisseurs, je peux vous assurer que la RDC attire beaucoup plus d'investissements qu'on ne le croit. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Je vais vous donner quelques exemples des plus récents. Dans la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, l'investissement de Pepsi, ça avoisine les 100 millions de dollars. Celui de Saphir, un peu moins, je crois. Moussampo, dans un premier temps, ça sera 200 millions de dollars qui sont déjà engagés pour être investis. Je vous ai parlé de la cité de Chine qu'on a inaugurée, dont on a lancé les travaux il y a près d'un mois. C'est encore près de 200 millions de dollars qui sont attirés. Loin de nous, ici, à plus de 2000 km, dans le Katanga, à Kamoa, peut-être vous ne le savez pas, ils ont lancé la fonderie la plus sophistiquée, la plus grande de toute l'Afrique, qui coûte près d'1 milliard de dollars d'investissement. Le monde a compris que la RDC est en train de se réveiller. Et les gens commencent à faire un distinguo entre les perceptions de risque et les opportunités d'affaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas les investissements qui manquent maintenant. C'est plutôt un challenge pour nous de présenter des projets bien ficelés, des projets bancables, et les financements sont là. Je reviens de Formule 1 à Monaco où j'ai rencontré la très haute finance, mais il y a un engouement terrible pour la RDC. Ils veulent tous venir, au point que nous allons peut-être organiser un forum économique très prochainement pour que la haute finance vienne ici à Kinshasa, palpe du doigt les réalités. Donc, de ce point de vue-là, rassurez-vous. Maintenant, c'est vrai, il y a encore du travail à faire, parce que les perceptions sont encore fortes de mauvaise gouvernance, de corruption, de toutes ces choses qui se disent et qui, bien sûr, sont répercutées dans les médias et autres. Mais c'est ici que j'aimerais en appeler au patriotisme de nous tous. Ce pays, c'est nous qui allons le construire. Personne d'autre ne va le faire à notre place. Et lorsque nous faisons du Congo bashing et que nous sommes en train de donner plus de volume à toutes les antivaleurs, je ne crois pas que nous nous aidions nous-mêmes. Parce que la corruption, voyez-vous, existe partout, y compris dans tous ces pays que nous visitons ailleurs. À nous de comprendre que nous avons un pays à bâtir, à nous mettre ensemble, et bien sûr à mettre du sérieux. Parce qu'après tout, si on veut attirer davantage d'investissements, je suis tout à fait d'accord, il faut de la bonne gouvernance, il faut éradiquer la corruption, et c'est notre devoir à nous toutes et tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des 100 millions de Congolais. Je dis bien 100 millions de Congolais, et il n'y a aucun spectateur dans ce combat-là. Nous sommes tous des acteurs, et que chacun joue sa partition. Alors, je vois que fort malheureusement, il y a une tendance. Vous savez,
nous sommes à une période où, avec l'apparition des réseaux sociaux, tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à y croire. Et la dangerosité, c'est que même vous, les professionnels des médias, qui devaient être nos alliés dans la lutte contre justement tout ce qui est mauvaise information, malheureusement, parfois vous ne faites pas toujours votre part. Je veux vous donner un exemple concret. Ces week-ends, j'ai reçu plusieurs fois des vidéos sur un prétendu détournement de projets de développement local de 145 territoires. On vous dit même qu'on a donné 511 millions et qu'on n'a justifié que 9 millions sur 511 millions. Ce qui suppose que 502 millions de dollars se sont volatilisés, entre guillemets, d'après l'auteur. Mais alors, en faisant juste un peu de recul dans la forme, c'est lui qui parle derrière ces rapports. Est-ce qu'il a pris le soin, moi j'ai vérifié, de discuter avec les agences? Parce que c'est que nous, on a refusé, au début de ces projets par exemple, c'est que cela ne soit rattaché directement au cabinet ou au ministère. Parce que nous avons une expérience et on n'a pas voulu que ces projets puissent être soumis à une série de contraintes, entre guillemets, ou des procédures. On a confié des projets à des agences qui sont réputées, parce que c'est des agences qui sont recrutées, y compris par nos partenaires internationaux. PNUD, la cellule CFF ou les BCECO. Ils font tous les 3 mois un rapport d'exécution physique, financier, parce que les financements à l'origine viennent de nos partenaires. Et donc, toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, sont prises au niveau du gouvernement depuis le jour 1 de ces projets jusqu'à ce jour. Alors, comment accorder la moindre crédibilité à des propos qui sont tenus par quelqu'un qui se présente comme un expert, mais qui n'a pas eu, lui, dans la démarche, l'honnêteté de la contradiction que suppose une telle démarche? Alors, est-ce que vous allez prêter foi à des conclusions qui viennent d'une organisation comme celle-là? Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier, comme le ministre l'a dit, la corruption, il y en a dans tous les pays du monde. Ce qui compte, c'est comment vous faites pour lutter contre la corruption et en minimiser les dégâts. Dites-moi, avant le président Félix Antoine Tshisekedi, on attendait des rapports qui venaient des ONG internationales, Jason Stern, qui faisaient des rapports sur des scandales de corruption ici. En l'occurrence, ici, ce sont des structures de l'État qui alertent. Lorsqu'une structure alerte sur des cas qui requièrent de la vigilance, ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas du détournement, parce que les détournements est établi par les organes de la loi, par les parquets. Alors faisons attention pour que nous-mêmes, parce qu'il y a comme une forme de campagne malsaine que je vois depuis plusieurs jours, comme on est dans une guerre informationnelle où on inonde les vénins, on dit on attaque les Baswahili, maintenant on veut inonder les vénins, on dit oh, là-bas c'est la corruption, c'est les détournements. Mais chers amis, ne nous tirons pas sur les pieds. Comment pensez-vous alors que nous avons pu réussir à mobiliser les fonds qui financent les 145 territoires? Comment pensez-vous alors que successivement, nous avons réussi à toutes les revues de FMI Banque mondiale, si les critères de bonne gouvernance ne sont pas respectés? Je parle avec un ancien opérateur minier à ma droite. Vous savez les exigences que nous avons dans le cadre notamment de l'initiative de la transparence pour les industries extractives. Nous avons toujours du succès lorsqu'il y a des évaluations qui sont faites dans le cadre de l'application des litiers. Alors moi, je souhaite que dorénavant, vous les professionnels de médias, vous faisiez le front avec nous pour détricoter tous ces mensonges et pour aller vérifier. Parce que dès demain, je peux demander à mon collègue du plan de vous fournir les rapports à jour et à date, aussi bien du niveau de financement
que du niveau d'exécution physique de 145 territoires. Sur ça, nous n'avons rien à cacher. Et donc, lorsqu'on parle de ces questions, je souhaiterais que tout le monde puisse intégrer que jamais on a eu dans ce pays une détermination à lutter et à mettre fin à la fois à la corruption et au détournement que nous l'avons maintenant. Et je comprends très bien leurs sentiments. C'est justement parce qu'il y a cette fiscalité et parafiscalité qui deviennent un lourd fardeau et ils préfèrent plutôt se mettre hors circuit pour pouvoir travailler et éviter les tracasseries. Nous avons compris cela. C'est pour cela que nous sommes en train de formaliser ce secteur-là. Leur dire non, revenez dans le formel. Ça coûtera, je crois, 20 $ la carte de l'entrepreneur. 20 $, une carte qui sera valable pour 3 ans. Mais derrière cette carte-là, il y a de nombreux avantages. Il y a les assurances qui vous sont données, par exemple en cas d'accident, d'incendie et autres. Il y a l'accès au financement à taux réduit. Et il y a l'accès aux organismes d'accompagnement de votre structure. Tout ça pour dire aux entrepreneurs, faites-vous voir, venez. En étant dans le formel, vous serez mieux accompagnés qu'en restant dans l'informel. Je crois que, et ici je demande à tous les entrepreneurs de nous faire confiance. Nous voulons voir des champions se développer. Nous ne voulons pas vous voir continuer à faire des affaires d'épicier, des petites affaires où on tourne en rond, on n'avance pas. Mais pour le faire, il faut y mettre la forme, et c'est la forme que nous mettons. Et tout cet arsenal de mesures d'application des ordonnances lois pour la promotion de l'industrie et de l'entrepreneuriat, pour accélérer cela, ce sont les mesures d'application qui tombent maintenant, les décrets que nous sommes en train de publier. Il y a encore une batterie d'une douzaine de mesures d'application qui vont suivre encore, toujours dans le même sens, pour pouvoir bien encadrer nos entrepreneurs et leur alléger la tâche, pour que leur génie, leur talent puissent s'exprimer et qu'ils puissent réellement créer des richesses. Je vous demande de nous faire confiance en tant qu'entrepreneur. Pronadec, je n'ai pas encore été saisi officiellement. J'ai entendu parler de cette question orale en termes de lutte contre le recul du chômage, mais la première réaction, c'est je ne sais pas par rapport à quelles statistiques, parce que un des grands défis que j'ai trouvé en arrivant au ministère, nous n'avons pas de statistiques. Maintenant, le chômage est en train d'avancer ou de reculer par rapport à quelles statistiques, je ne sais pas. Ce que moi je peux vous dire, c'est ce que nous faisons pour créer les emplois. Et ce que je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce que je peux vous dire, c'est que les approches d'industrialisation et de promotion de l'entrepreneuriat, ce sont des approches structurantes dont les résultats se font sentir dans le temps. Regardez aujourd'hui la Chine, la Corée du Sud. Ce sont des champions de la batterie aujourd'hui sur le niveau planétaire. Joséphine, ils ne sont pas devenus par un coup de baguette magique. Ils ont décidé il y a 40 ans qu'ils le seront. Je dis bien il y a 40 ans qu'ils ont décidé cela. Et ils ont mis les politiques en place. Ils ont commencé à avancer pas à pas pour arriver là où ils sont. Nous n'attendrons pas 30 ans, nous n'attendrons pas 40 ans, mais comme on dit, tout long voyage commence par un premier pas. Ce premier pas, c'est ce dont je vous ai parlé ici. Nous sommes en train de mettre les jalons pour que nos entrepreneurs puissent développer, qu'on crée de l'emploi. Nous avons un plan ambitieux de 6 millions d'emplois qui va nous demander environ 600 millions de $ chaque année. Nous remuons ciel et terre pour que les financements soient trouvés. Une partie sera financée localement avec nos banques et autres, et l'autre partie avec les partenaires étrangers. Nous sommes conscients de la taille du challenge, mais c'est un challenge qui vaut la peine, parce que nous le faisons pour nos générations présentes et futures, et nous nous battrons pour cela. Et donc, ça se fait dans le temps, cette création de richesses et d'emplois. Et Monsieur le ministre, peut-être un petit complément rapidement sur ce que vous faites spécifiquement pour créer cette culture de l'entrepreneuriat, parce que très souvent on dit que les projets des jeunes Congolais parfois n'arrivent pas à maturation, parfois